Bonsoir, mon nom est Vanessa Bell. Je suis ravie de vous accueillir à cette 15e édition de Québec en toutes lettres pour ce grand entretien avec le flamboyant Jean-Paul Daoust. Jean-Paul, bonjour. Je suis ravie. Oui, bonjour, Vanessa. Là, j'ai pensé à plusieurs manières de débuter cette conversation. Et une chose qui me faisait envie, c'était de peut-être te jouer des tours. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à certaines personnes qui t'aiment et que tu aimes, parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que ce soit réciproque. Et la meilleure personne pour faire l'introduction de cette rencontre, c'est Marie-Louise Arsenault. Oui, j'en doute pas. Qui a dit des choses si fantastiques à ton sujet que j'en ai fait des points sur ma liste, sur ma feuille et que je vais lire. Alors donc, j'ai envie de commencer peut-être avec Jean-Paul à la vie de star. Hein? Il n'y a pas que le look qui soit star, il y a vraiment toute une vie qui vient avec ça. Je pense notamment au très, très beau numéro de Lettres québécoises qui t'est consacré, un numéro extraordinaire. Oui, c'est vrai. Les photos sont superbes. J'aime bien les photos en noir et blanc. Ça amène une atmosphère un peu mélangée de mélancolie et en même temps de retenue. C'est des belles photos. Et dans ce numéro qui est piloté, le dossier est piloté par Nicolas Giguère et Sébastien Dulude, qui disent ceci de toi. Il faut peut-être remonter jusqu'à Gaston Miron et même Raoul Duguay pour trouver une figure de poète dont l'impact populaire est comparable et aussi tangible que celle de Jean-Paul Daoust. Bon, je prendrais bien une gorgée, là. Bon, il y a de l'eau dans le moment. Je suis allergique. Et donc, après, bon, je parle à Marie-Louise, bien sûr, avec qui tu as été en résidence pendant 11 années. Plus on est de fous, plus on lit. 11 ans, tous les vendredis. Quelle rencontre extraordinaire. C'est extraordinaire. Et là, Marie-Louise dit, mais Jean-Paul a tellement de choses à dire de lui. D'abord, il a trouvé le titre d'un recueil de Simon Boulris, La sueur des airs climatisés. Ensuite, ses poèmes sont adaptés au théâtre, en chansons, et il paraît que les jeunes musiciens qui venaient pour jouer en studio étaient tous très, très groupis de toi, Jean-Paul. Ah oui. Bien, c'est tellement... comment je dirais ça? C'est tellement captivant d'être imaginé dans un studio de Radio-Canada, puis vous avez Hubert Lenoir à côté de moi. Alors, la première fois que je l'ai vu, si j'avais un dentier, je l'aurais échappé. Il était tellement extraordinaire que... Et j'ai découvert comme ça plein de gens, Louki, en tout cas plein de gens qui sont là, puis ils jouent Où est-ce que tu es, Vanessa? Fait que on n'a pas... C'était de magnifiques découvertes. Et là, on nomme Hubert Lenoir, mais en même temps, vous avez souvent aussi lu en ondes des poèmes ou des extraits d'œuvres littéraires de d'autres collègues, de contemporains pour mettre leurs œuvres en lumière. Marie-Louise dit, on a beaucoup ri avec Jean-Paul qui aimait les rappeurs, qu'il appelait les panthères. Je me souviens plus de ça. elle se souvenait et elle dit que quand la musique était magique, tu disais on barre les portes puis on les laisse plus jamais partir. Oui, ça c'est vrai. Elle rajoute, il a tout lu, tout connu. Les grands livres, les nouvelles œuvres, les jeunes, les femmes, la littérature queer. C'est un être beaucoup plus profond et sombre qu'il en a l'air. Et Jean-Marc Desjans ajoute d'ailleurs dans ce numéro de Lettres québécoises aussi, à propos de la perception des autres, que tu es un poète contre-culturel étonnant qui a contribué à ébranler, à moderniser le Québec littéraire. Et je reviens à Giguère et à Dulude qui disent, avant tout, Jean-Paul est un être de cœur. Alors, allons-y. Je propose de plonger dans cette œuvre immense qui sévit depuis presque 50 ans. Et d'abord, on s'en va vers Gabriel Garcia Marquez. Parce que j'avais envie qu'on commence par la fin. Bon, on n'est pas vraiment à la fin, mais peut-être par ce qui ouvre ce plus récent recueil aux éditions # Les Miroirs de l'ombre. Oui, exact. Et c'est cette citation de Gabriel Garcia Marquez, citée en ouverture, qui dit « Tout le monde a 3 vies. Oui. Une publique, une vie privée, une vie secrète. » Oui. Et là, je lis ça. Puis là, moi aussi, je suis poète, hein?
Puis là, je me dis, ben voyons donc, qu'est-ce qui nous fait à croire? Est-ce qu'on peut vraiment dire d'un poète, d'autant plus d'un poète tel que Jean-Paul Daoust, qu'il a à la fois une vie publique, une vie privée et une vie secrète? Oui, il y a une vie secrète parce que quand on écrit, des fois, on a comme une idée de départ, puis en écrivant, l'idée se transforme et on vit un peu comme comment je dirais ça, comme un spéléologue qui creuse dans les strates du Grand Canyon, qui est toute notre vie, et qu'on découvre des choses qu'on n'avait pas pensées ou à force d'écrire, des fois, mettons, rendu à la 30e ligne, 35 lignes, oups, il y a comme quelque chose qui surgit qu'on n'avait pas vu venir. Donc, c'est comme un pêcheur. Je veux dire, là, j'attrape une émotion, un souvenir. Et dans la vie secrète, c'est un peu ce que ça fait. C'est que moi, ce que j'aime quand j'écris, c'est peut-être de me surprendre moi-même. En ce sens que quand j'avais 17 ans, 18 ans, je n'avais pas de modèle pour m'influencer ou en tout cas pour dire ce que moi je vivais. Donc, j'ai inventé des livres que j'aurais aimé lire. Donc, à force d'écrire, et pour moi, c'était comme une relecture de moi. Donc, la partie secrète, elle est là, qui m'étonne un peu moi-même. Et d'avoir le courage de le faire, de le dire, parce que si on se censure en écrivant, ben à ce moment-là, on est cuit, c'est nul. Aussi bien ne pas écrire, effectivement. Puis je me souviens avoir lu que tu disais que justement, quelqu'un qui écrit pour écrire toujours la même chose, pour écrire toujours le même livre sans se mettre en danger, et on y reviendra à cette question de mise en danger dans ton œuvre, c'est quelqu'un qui ne fait peut-être pas de la littérature, finalement. Sans l'étonnement, qu'est-ce qu'on est en train de créer et de quelle manière est-ce qu'on peut continuer à avancer dans ce chemin artistique et de faire de notre vie une œuvre d'art? Oui, oui, que j'aime ça. Je dis tout le temps que j'essaie de faire de ma vie une œuvre d'art. Donc, c'est un work in progress qui, hélas, va finir. Mais je pense que c'est important quand on joue. C'est parce que la littérature, c'est Jean Cocteau qui disait ça. La littérature n'est que 26 lettres. Et regardez comment est-ce qu'on a fait des cathédrales en littérature à partir de ces 26 petites lettres qui nous définissent ici au Québec. 26 lettres en français. Et à partir de ça, c'est là qu'on construit chaque écrivain, écrivaine, son univers. Et je dirais que la force de la littérature, c'est qu'il y a des gens qui passent leur vie à écrire dans le sens que pour donner aux autres parce que c'est pas tout le monde qui a l'audace, le courage de le faire ou ne serait-ce avoir les moyens d'écrire. Donc, souvent, quand on lit, bien, à ce moment-là, la personne qui a écrit, autrement dit, vous donne les mots que vous auriez voulu mettre sur des émotions, des souvenirs, etc. Par exemple, quand j'ai écrit Les Cendres bleues, où j'ai été abusée sexuellement quand j'avais 6 ans et demi, j'ai voulu donner à l'enfant les mots qu'il n'avait pas. C'était une façon pour moi de me réconcilier avec cette enfance-là. Et ça, c'est un exemple que je donne, mais chaque poète, entre autres, il y a une façon tellement viscérale et émotive d'exprimer ce qu'il sent. Mais la poésie, c'est un peu le radar de notre époque. Je dis tout le temps que la poésie est le journal intime de la planète, mais la planète émotive. Quand j'ai publié mon premier recueil, j'étais flambant nu. Excusez, là, en tout cas. Quand j'ai publié Portrait d'intérieur, je suis sur une peau de zèbre et je suis flambant nu avec une bouteille de champagne à côté. Alors, Gaston Miron, au lancement, il dit:
Ouais, t'as pas peur, mon homme? Moi, je lui ai dit, écoute, Gaston, il y a le pays, mais à l'intérieur du pays, il y a du monde, qui sont tous différents. Et c'est ce que je disais tantôt. À 17 ans, j'aurais aimé pouvoir lire des choses qui touchaient ma réalité, mais il n'y en avait pas. C'était André Gide, Roger Perfit, des auteurs français, mais qui ne correspondaient absolument pas à mon vécu. Une des choses que tu as faites et à laquelle tu as contribué de plusieurs manières à la littérature du Québec et de la francophonie, mais une des choses que je trouve très, très, très intéressante et à laquelle tu as touché, j'aimerais qu'on y revienne, c'est sur ces 26 lettres-là. Et c'est sur ce désir-là de dire, les écrivains, on travaille avec un matériau différent des autres formes d'art. On travaille avec le langage, avec les mots. Et les mots, ça, c'est à tout le monde. Et j'aimerais peut-être t'entendre sur la manière dont tu as construit ce vocabulaire qui est très près d'un parler habituel pour l'ériger vers la lumière, justement. Oui, parce que, bon, être un peintre, ça demande beaucoup au niveau des accessoires, les couleurs et tout. Être musicien, des instruments de musique, mais la littérature, c'est tout simplement de prendre un crayon avec une feuille de papier et ça y est. Là, vous avez tout le matériau qu'il vous faut pour vous exprimer. D'ailleurs, je vous conseille, si vous avez envie d'écrire, mais faites-le. Il y a des gens, des fois, qui me disent « J'aimerais écrire », mais j'ai dit « Faites-le, c'est pas compliqué. » Je veux dire, c'est très peu de matériaux, ça coûte rien, et en plus, c'est l'avantage, on peut écrire n'importe où. Des avions, des taxis, des bars, des restaurants, des parcs, enfin, name it, vous pouvez écrire où vous voulez. Ce qui n'est pas le cas souvent des autres démarches artistiques. Donc, pour moi, je trouve que c'est une façon, parce qu'on écrit avec les mots de tous les jours. Et comment prendre ces mots-là et de leur donner une nouvelle perspective, un éclairage qui tout à coup devient surprenant. Et c'est pour ça que je trouve que la littérature est peut-être l'art le plus populaire, parce que les gens savent bien qu'en lisant, ce sont des mots qu'eux-mêmes emploient, mais c'est dans l'agencement de tout ça. Je pense que c'est important parce que c'est pas juste l'émotion ou la proposition littéraire. Ce qui est important, c'est que les gens écrivent dans leur langue. Et ce qui est magnifique aujourd'hui, par exemple, avec les langues autochtones, je donne l'exemple de Joséphine Bacon. Vous avez le poème en Inukshuk, vous avez le poème en français, et comment se réapproprier son destin, sa mémoire, c'est exactement ce qu'elle fait. Il y en a d'autres, mais je le nomme parce que je l'aime bien, puis on a beaucoup de plaisir ensemble. Mais donc, nous, au niveau francophone, dans une mer d'anglophones, la littérature est notre façon d'exprimer notre quête identitaire. Et c'est pour ça que c'est primordial. Et ce qui est très important aujourd'hui, et qui est fascinant, c'est comment la littérature québécoise, depuis quelques années, rayonne en Europe, en Afrique, comment tout à coup les gens voient que ce petit pays d'Obélix qui est là comme une petite tribu au niveau dans l'Empire américain, comment ce petit peuple de 8 millions dans une mer d'anglophones, tout à coup éclate et montre toute sa vitalité. Alors, c'est même plus une question de survie, c'est une question d'existence. Et bon, c'est pas nouveau d'aujourd'hui. Il y a eu des gens avant nous. Félix Leclerc, Luc Blamondon, Michel Tremblay. Mais là, il y a comme une explosion. Et tout ça, c'est à partir des mots qu'on emploie tous les jours. Oui, puis je pense que
cette explosion-là et ce voyagement-là du fait québécois, appelons-le comme ça, tient aussi au fait qu'on accepte peut-être un petit peu plus de se laisser transpercer ou traverser peut-être par le fait anglophone, c'est-à-dire que, évidemment, la littérature anglophone n'a pas que des choses menaçantes pour la littérature francophone. On pense à la manière de réciter un texte, de l'habiter, le storytelling qu'on va parler, qui est arrivé beaucoup plus dans les 10-15 dernières années, qui habite de plus en plus nos textes au Québec. Mais toi, Jean-Paul, tu t'es frotté d'une autre manière aux États-Unis, au Canada anglais. Et la deuxième personne à qui j'ai parlé, c'est Carole David. Hein? Il rit déjà. Bon, elle va recevoir un téléphone ce soir. Et ce que j'aime, c'est que Carole m'a raconté une anecdote, mais Messenger l'a coupée, donc je ne connais toujours pas la fin de cette anecdote, donc tu vas pouvoir m'aider, OK? Là, je vais me lever. Je m'excuse, les caméras, là. Là, j'ai un premier indice. Ça serait mon premier indice. Ça te dit-tu quelque chose? Qu'est-ce que c'est? C'est un cendrier. On est à New York, dans les années 90. Aïe, aïe, aïe. Et tu viens d'avoir la résidence du Calque, du Conseil des arts et lettres du Québec à New York. Et là, Carole vient te rejoindre à New York. Oui. Où semblerait que tu aies des habitudes dans un bar avoisinant. Quelle surprise! Oui, mon Dieu, s'il s'appelait Boom. Ah, elle est contente parce qu'elle se souvenait pas du nom du bar. Oui. Alors, un soir, on est à ce bar-là, semblerait-il. Moi, je sais pas, j'ai entendu le début de l'histoire Je le seulement. sais, je te vois venir, là. Il y a un petit chien là-dedans, hein? Ça a l'air que Shanghai est là. Oui, c'était un Shih Tzu que j'avais appelé Shanghai. Ben, chinois, en tout cas, ouais. Oui. Oui. À l'époque, c'était encore acceptable. Oui, oui, c'est ça. Et là, donc, moi, j'aimerais entendre, pendant que j'ouvre cette bouteille, l'histoire du kidnapping. Oui, alors donc, le studio du Québec à New York, c'est 111 Wooster Street. J'ai publié un recueil qui s'appelle 111 Wooster Street parce que c'est des poèmes écrits à New York quand j'ai eu le studio du Québec. Alors, je couchais dans le lit de Diane Dufresne, mais pas en même temps. Elle, c'était avant. Alors, toujours est-il qu'il y avait un bar au bout de la rue et qui s'appelait Boom. C'est à partir de, je pense, d'un écrit de Tennessee Williams. Bon, peu importe. Donc, moi, j'avais mon petit chien, mon Shih Tzu, Shanghai, et puis... le premier soir, ça fait pas longtemps que je suis arrivé à New York, je m'en vais vers le bar, j'ai mon petit chien dans les bras, puis là, il y a un grand colosse, un Sénégalais, qui me dit You're not allowed with the dog. Alors, moi, j'ai pris le chien, j'ai mis dans ses bras, puis je suis rentré. Mais le propriétaire, par hasard, est arrivé, puis il a dit, c'est quoi le problème? Ben, j'ai dit, il veut pas que je rentre avec mon chien. Il est à la porte, qu'il en prenne soin, je vais revenir. Alors, il me dit, non, tu peux rentrer avec le chien. Et là, la barmaid s'appelait Graziella, j'oublierai jamais, une Italienne magnifique. Quand elle a vu, il faut que je l'avais toiletté et tout, quand elle a vu le beau petit Shanghai, elle lui a offert sur le comptoir une coupe de champagne. Moi, je buvais mon pauvre petit rhum et coke. J'avais pas les moyens de me payer le champagne, puis l'autre me lapait ça d'en face. En tout cas. Mais après, ben, ça a toujours continué. À chaque fois que j'arrivais, ben, j'avais mon chien avec moi. Et c'était un bar de top modèle de New York. Alors, vous ne pouvez pas imaginer toute la beauté qu'il y avait dans ce bar-là. Et là, souvent, les mannequins, les gars venaient me voir, c'est une excellente façon de croiser les filles avec un chien. Bon. Alors, mais oui, c'est alors le boom. Et finalement, le Sénégalais parlait français, parce que, bon, au Sénégal, on parle le Wolof ou le français. Donc, finalement, on est devenus des bons complices. Alors, des fois, il y avait une file d'attente, et moi, j'arrivais avec mon petit chien, il levait le cordon rouge, et j'entrais comme une rockstar dans le bar Boom. Merci.
écoute, Jean-Paul, je te propose de porter un toast. Là, j'ai symboliquement versé, Carole m'a dit que Shanghai buvait dans un cendrier, buvait du champagne dans un cendrier. C'est vrai. Alors, on a la symbolique Oui, et je te propose de porter un toast à Shanghai. Ben, j'espère que vous avez de quoi, là. En tout cas, un toast. Merci. Merci beaucoup, Québec en toutes lettres, pour ce don. Et donc? Je n'irai pas là. Ben, écoute, je me suis dit, tout peut arriver avec Jean-Paul, il est vraiment propre, si jamais, OK? Sache-le. Blague à part, Studio du Calque, 111 Wooster Street. Je pouvais pas passer à côté, puis j'étais vraiment contente que Carole me donne cette anecdote-là, parce que Escalader la lumière, c'est un vers tiré de ce recueil. Oui. Alors, tout tombait en place. Oui. Oui, Escalader la lumière, c'est tiré d'un poème qui s'appelle Aura Painting, un court texte. Ce qui était extraordinaire, c'est d'être à New York puis écrire. C'était assez fabuleux. Parce que le studio du Québec à New York, il est fait pour les danseurs, les photographes. Donc, c'est plus de 2000 pieds carrés. Vous avez 5 grandes fenêtres, comme les fenêtres new-yorkaises, là, et vous avez un immense appartement. Alors moi, j'ai invité plein de monde. D'ailleurs, j'ai un journal où les gens écrivaient j'ai eu au moins 35 personnes qui sont venues voir à New York, puis qui pouvaient en profiter. Parce qu'il y avait 2 chambres, alors c'était super agréable. Puis c'était dans Soho. Donc, dans Soho, il y a plein de galeries. Donc, je me promenais avec Shanghai et on était devenus comme 2 petites vedettes. On faisait tous les vernissages et tout. C'était super agréable, mais c'était nourrissant pour le cerveau aussi. Les studios à l'étranger, que ce soit à Rome, à Tokyo, à Paris, Mexico, c'est que ça permet à l'artiste de se détacher de son quotidien, parce que vous savez qu'en voyage, on devient quasiment une autre personne. On voit les choses différemment, on est plus fébrile, et au niveau de la création, c'est tellement nourrissant, je dirais, parce qu'il vous arrive des nouveaux sentiments, des nouvelles visions. Et donc, à ce studio-là, tu écris, entre autres, ce vers « Escalader la lumière » qui attrape l'attention de l'équipe de Québec en toutes lettres, qui a envie d'en faire le thème de sa 15e édition, un vers anniversaire, j'ai envie de dire. Et avant qu'on continue plus loin dans ton œuvre, j'ai envie quand même de t'entendre sur comment on se sent ou qu'est-ce que ça nous fait dans une vie littéraire de savoir qu'un festival ou même une personne attrape comme ça un de nos vers et le porte contre son cœur, que ça devient vraiment quelque chose qui l'habite. C'est une belle surprise, parce que c'est pas moi qui ai décidé de ce vers-là, c'est la belle équipe. D'ailleurs, moi, j'aimerais qu'on prenne peut-être un petit juste 10 secondes, mais le festival de Québec en toutes lettres est quand même assez unique. Et c'est un des plus grands festivals au pays. Et toute cette équipe-là qui travaille, qui est souvent dans l'ombre et tout, j'aimerais vraiment qu'on les applaudisse parce qu'ils sont extraordinaires. Vraiment extraordinaires. Parce que j'en fais des festivals, de littérature, de poésie et tout. Mais il y a quelque chose de magique. D'ailleurs, juste l'endroit où on est, c'est tellement extraordinaire, cet endroit-là. C'est d'une beauté incroyable. Donc, là, je reviens, je me suis perdu le fil. On s'en va. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Je pense qu'on était là. Ah oui, mais ce que ça donne qu'on choisisse un vers, c'est que d'abord, je l'avais oublié. Là.
Je veux dire, quand vous avez écrit plusieurs recueils, à un moment donné, vous savez pas tout ce que vous avez fait en 50 ans, là, il s'en est passé. Mais ça amène un nouvel éclairage et ça me stimule au niveau de la création. Et je vais me servir, d'ailleurs, c'est une primeur, je vais me servir de ce vers Escalader la lumière pour mon prochain recueil qui va être publié chez Poète de Brousse pour fêter mes 80 ans dans un an et demi. Voilà. Et j'en profite pour saluer peut-être Poète de Brousse et je prends cette balle-là au bon, c'est-à-dire que où est-il? Où sont tes odes? Poète de Brousse, en fait, c'est Kim qui a publié, Kim Doré et Myriam Vincent maintenant, qui dirigent la maison et qui ont publié toutes ces odes. Donc peut-être que tu veux nous parler un peu du cycle des odes. Oui, c'était quand j'ai commencé à l'émission Plus on est de fou, plus on lit, avec Marie-Louise Arsenault, parce que je tiens à préciser que c'est elle qui a insisté auprès de la direction de Radio-Canada pour avoir un poète sur son cabaret, qui serait là 2 heures de temps avec elle. Bon, et Radio-Canada était plus ou moins chaud à avoir un poète sur le cabaret, mais elle leur a dit « Attendez, vous allez voir ». Et finalement, ça s'est bien passé. Ils ont vu. Mais j'avais déjà travaillé avec Marie-Louise, entre autres, à une émission de télé, Jamais sans mon livre. Bref, de faire chaque semaine un texte et après, j'ai passé ça aux 2 semaines. Mais ce que je voulais, c'est rendre la poésie accessible, de la rendre ludique, de voir que c'est pas des gens qui vivent dans une tour d'ivoire en train de surveiller les nuages. Et je voulais simplement montrer aussi la richesse de la poésie québécoise. Vous savez, il se publie au moins une centaine de recueils de poésie par année au Québec. C'est quand même incroyable. Et c'est tout ça, chaque année, ça se reproduit. Donc, je voulais au moins que les gens sentent un peu le pouls de cette dynamique poétique qui existe ici. Et d'ailleurs, beaucoup de bibliothécaires m'ont dit, de libraires, que maintenant, les gens avaient moins peur d'aller dans la section poésie, de prendre un livre, de l'ouvrir, de dire « Ah, je pense que j'aime ça ». C'est ça qui est important. Donc, j'ai eu une magnifique tribune et je m'en suis servi au maximum que j'ai pu, tout en faisant rentrer le Prosecco. Et moi, j'ai lu quelque part que cette résidence devait durer 1 an. Finalement, elle aura duré 11 ans. Elle aura créé 6 tomes d'odes radiophoniques. Oui, c'est ça. C'est vrai, j'ai oublié ta question. Oui, oui, il y en a eu 6. Parce que, évidemment, durant 11 ans, mettez un texte à toutes les semaines ou les 2 semaines, ça en faisait beaucoup. Mais ça me forçait, parce que je suis un peu paresseux, à écrire, parce que je savais qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient pour entendre le poème en question. Donc, ça n'a pas le temps de niaiser avec ça, là. Mm-hmm. Puis, j'écrivais la nuit. Je me souviens, je rêvais en mots, puis j'avais toujours un petit cahier à côté où je mettais des notations, parce qu'il n'y a rien de pire pour un écrivain d'avoir un beau flash à 1h du matin, puis le lendemain matin, il l'a oublié. Ça, il s'en veut beaucoup. Alors, je prenais pas de chance. Alors, je salue mon chum Mario, qui a vu beaucoup d'éclairage allumé et éteint durant tout ça. Mais, donc, et en même temps, c'était unique, parce que mes amis français, des poètes belges aussi, Suisse, Luxembourg, disaient, mais Sénégal, disaient, mais c'est extraordinaire que dans une émission de grande écoute, il y ait un poète qui soit là 2 heures de temps. C'était vraiment, je pense que c'était une grande première mondiale. Et je tiens à dire que ça manque beaucoup au paysage littéraire québécois présentement, cette présence poétique, radiophonique très forte. Mais ça, ce sera un autre débat hors micro qu'on pourra avoir, mais sur lequel je suis certaine qu'on s'entend. Il y a tellement de choses à explorer et je m'en voudrais qu'on invite certains thèmes qui sont, je pense, primordiaux et dont j'ai envie qu'on parle.
J'ai beaucoup aimé tantôt quand tu disais « Ah non, mais moi, je suis un peu paresseux. Une de mes phrases préférées, une des choses que je préfère, c'est peut-être la transparence de la pensée jusqu'à la bouche. Il n'y a pas de bullshit, j'ai l'impression, avec Jean-Paul Daou. Et ça, je l'apprécie grandement. J'avais lu, entre autres, je l'avais noté, puis je vais vous la lire juste parce que c'est la fameuse guerre toujours entre la poésie et les autres genres. Mais tu avais dit, la poésie, c'est le parfum de la langue. Le roman, c'est plutôt une eau de toilette. Et j'avais trouvé ça formidable. S'il y a des romanciers dans la salle, je m'excuse. Non, je m'excuse pas. Non. Et donc, cette manière, ce désir de choquer, non pas pour apporter la colère, mais de choquer pour voir ce que ça fait. Hein? Un peu comme les chats. Pousser un peu pour voir si ça va tomber en bas de la table. C'est quand même une signature tant dans l'écriture que dans la performance pour toi, Jean-Paul. Et j'ai envie de te ramener vers les garçons magiques, peut-être. D'abord, peut-être que tu nous racontes l'anecdote qui a mené à ce très, très, très beau titre qu'est Les Garçons Magiques. C'est que j'ai enseigné au cégep Édouard-Montpetit à Longueuil, puis j'avais comme consoeur, je dirais, Monique Larue, qui est une romancière, une essayiste. Et elle avait 2 jeunes garçons. Puis Monique a demandé à l'un d'eux, « Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? » Il m'a dit, « J'aimerais être un garçon magique. » J'ai trouvé ça tellement extraordinaire que je m'en suis servi pour mon titre. Et donc, ces garçons magiques, j'ai entendu dire qu'on est dans les années 1980 et que là, tu performes Numbers, qui est un extrait de Les Garçons magiques, et que Denis Vanier est dans la salle et qu'il applaudit à tout rompre. Oui, c'est que j'avais lu des extraits au Fofone électrique. Et Fofone électrique porte bien son nom parce que c'est assez électrique dans la salle. Et c'est Denis Vanier, José Yvon. J'étais à leur table parce qu'on faisait une lecture de poésie. Puis il y en avait d'autres. Et quand c'était mon tour, les gens, c'était Fofone électrique. Alors, tout le monde buvait, parlait fort et tout. Puis il y a José Yvon qui est monté sur une chaise. Elle pouvait encore se tenir debout, là. Et elle a dit, « Fermez vos gueules, c'est un vrai qui va vous parler. » Pour moi, c'était le plus beau compliment de ma vie. De voir José Yvon, la chevelure de lionne, et avec tout son charisme. Puis, Denis à côté, c'est des moments qu'on n'oublie pas. C'est des moments magiques. Et non seulement il y a ce moment magique-là, mais il y a quelque chose qui advient dans la littérature québécoise, en tout cas selon les théoriciens, à ce moment-là, c'est que cette espèce de dimension sans phare, elle existait à peu près pas, sinon justement dans la poésie de José Yvon, de Denis Vanier, mais pas chez les gays. C'était une nouvelle écriture. Est-ce qu'on veut la qualifier d'écriture queer? Je sais que ça portait pas du tout, ça n'avait pas la même portée à ce moment-là. Tu en as parlé en entrevue. Mais dans ce monde gay, qui est un monde aussi poétique, qui fait partie bien sûr du monde littéraire, tout ça venait comme de se brasser et de créer un nouveau genre. Il y a plusieurs personnes qui vont dire que tu fais partie des premières figures au Québec à avoir non seulement ouvert, mais à avoir mis un pied en disant, voici, nous sommes ici. C'est beau, c'est laid, c'est intense, c'est tendre et c'est tout ça à la fois. Oui. Oui, parce que quand j'ai écrit Les Garçons magiques, d'abord, c'était très mal reçu de voir Stéphane Lépine fait une critique tellement, comment je dirais, ordurière, parce qu'on n'aurait rien à cirer des aventures sexuelles de Daou et tout. Bon, c'était vraiment caricaturé, mais ce que j'ai voulu faire, c'est un peu ce que je disais au début de la rencontre, c'est donner des mots
à des histoires qui existaient, mais qui n'étaient pas documentées. C'était simplement dire que la quête amoureuse peut prendre plusieurs versions, mais que ça reste une quête amoureuse. Et ça, je pense que en écrivant Les Garçons magiques, j'ai voulu montrer toute la beauté, la laideur, toute la révolte qui pouvait exister. Parce que, en tant que gay, écrire au Québec, au début des années 80, de dire exactement ce que moi je vivais, c'était iconoclaste. Et je savais que c'était pour l'être iconoclaste. J'étais pas naïf à ce point-là. Mais ça l'a amené une thématique qui était dans le garde-robe, comme on dit, dans le placard, et qui n'existait pas en littérature québécoise. Et je pense que c'est important. Michel Tremblay le fait au niveau du théâtre, mais au niveau de la poésie, avec André Roy, on était les deux premiers. André était plus formaliste, moi j'étais plus anecdotique, narratif. Et les gens qui lisent maintenant ces poèmes, parce que là, il a été réédité, puis là, la critique était, dithyrambique par rapport à la première, mais les gens ont évolué, la société a évolué, et merci, Madame Bertrand. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui peuvent écrire leur vécu à cause que d'autres ont défriché. Mais je ne me voyais pas comme un défricheur. Moi, je voulais simplement écrire ce que je vivais, point à la ligne. Mais en même temps, ça rejoignait des milliers de personnes qui avaient pas le courage ou qui n'avaient pas la possibilité de l'écrire non plus. Et parmi ces gens, j'ai envie de penser à Étienne Bergeron, aujourd'hui à Olivier Sylvestre, à Mathieu Leroux, à Gabriel Cholette, à Éric Noël. Ils sont plusieurs à rendre hommage à cette possibilité qui existe. Et je sais que là, j'y reviens, mais ce numéro de l'aide québécoise qui t'est consacré, il est absolument fabuleux parce qu'il tire dans tous les sens. Évidemment, 50 ans de carrière, c'est aussi 50 ans d'amour. Et l'amour est peut-être le fil conducteur là-dedans. Et dans ces gestes d'amour, j'ai envie de te donner deux noms de personnes qui, j'ai l'impression, ont fait aussi advenir dans les années 70 avec toi et pour toi. J'ai l'impression que de Claude Beausoleil à Jean Leduc, il y a comme une poussée là, vers le firmament. Exactement, oui. Claude Beausoleil et moi, on enseignait au même cégep. Donc, à partir de ça, il y a eu toute la revue au Beau-Québec qui était une revue, ce qu'on disait un peu à l'époque underground, c'est-à-dire une revue qui se voulait un peu... comment je dirais ça? Donc, moi, j'ai une définition, si tu veux. La veux-tu? Oui. Novembre 1973, parution du premier numéro de la revue QQ, lieu de contestation de la littérature officielle et des institutions. Une revue à l'iconographie érotique, voire pornographique. Oui. Exit la nostalgie de la France. Moi, c'est bien dit. Et CULQ pour Culture québécoise. Mais en même temps, à chaque fois qu'il publiait un texte à compte d'auteur, c'est-à-dire que c'est Jean Leduc qui enseignait à l'UQAM et qui finançait ça, il y avait toujours, au début de chaque livre, cette maison d'édition ne reçoit aucun don de la guidoune, de la Kfofoun, c'était toujours en haut du Conseil des arts du Canada. Bon, c'était déjà un pied de nez monumental. Et donc, on s'est retrouvé une belle gang là-dedans. Donc, c'était tellement le fun parce que l'idée de publier, c'était aussi un côté très ludique. Il y avait des belles fêtes autour. À chaque fois qu'on publiait un numéro, un livre objet, des fois, parce que j'ai fait un livre objet avec des cartes postales, l'idée, c'est de faire la fête et de narguer la littérature dite officielle. Donc, c'était vraiment...
C'était l'époque de la contre-culture. Ce qui se passait aux États-Unis avec Kerouac, avec Ginsberg, Ferlinghetti, Giorno, Andy Warhol en peinture, tout ça faisait qu'on avait plus opté pour notre côté américain que notre côté français. Quand je dis français, dans le sens que moi, quand j'étais jeune, les profs allaient faire leur doctorat à la Sorbonne, puis ils revenaient avec un accent qui, normalement, n'aurait pas dû avoir. Et donc, les éditions Culcu ont marqué un peu beaucoup toute cette démarche de révolte et de se dire on est des francophones américains. Francophones, mais américains, et un peu de mettre notre identité québécoise dans un contexte plus moderne, plus contemporain. Et donc, cette revue devient aussi une maison d'édition. C'est là que tu vas publier, donc, Oui, cher. Oui, ça, Oui, cher, juste... je parle beaucoup, en tout cas. Ben, les gens sont là pour t'entendre parler, Jean-Paul. Oui, cher, j'ai fait ma maîtrise en création à l'Université de Montréal et c'était le premier projet en création qui est accepté dans une université. Et je me suis battu avec plein de profs et tout parce qu'on disait, mais comment est-ce qu'on peut évaluer quelqu'un qui écrit, qui fait un projet en création? Il n'y a pas de balise, il n'y avait rien. Finalement, j'ai gagné mon point. Donc, Oui, cher était ma thèse de maîtrise. Oui, donc, Oui, cher devient effectivement la première thèse de maîtrise en création à être acceptée dans les universités du Québec. Et là, suit Chaise longue. Et là, il reste juste ridiculement 15 minutes. Fait qu'on va faire des bonds par décennie, si tu me le permets. Je te laisse aller, là. Ben non. C'est parce que c'est le fun de revisiter des souvenirs, mais les gens, ils peuvent lire les livres. Mais moi, j'ai aussi envie qu'on soit dans l'extrême présent, puis qu'on célèbre aussi ce que tu fais encore maintenant. Alors, peut-être juste par contre, si on revient à ton désir de faire connaître des nouvelles voix, de faire entendre d'autres poètes. J'en ai nommé plusieurs tout à l'heure. Et donc, j'ai parlé aussi avec, bien sûr, Nicolas Giguère, parce que je ne pouvais pas passer à côté de Nicolas si je pensais à ton œuvre. Et là, Nicolas m'a dit, Jean-Paul a été l'un des premiers à lire une mouture presque finale de mon livre « Queue ». Oui, bien, son premier titre, c'est « Je suce des queues ». J'ai dit « queue », ça va être en masse, là. C'est quand même audacieux, un titre semblable. Mais c'est Nicolas. Et oui, et le livre est définitivement audacieux. L'œuvre de Nicolas Giguère entière est audacieuse. Et il dit, ça a été le premier à former des commentaires très encourageants, voire dithyrambiques. Et il avait même envoyé un mot à Kim Doré, justement, aux éditions de Poète de Brousse pour le recommander. Finalement, le livre a été publié chez Hamac. Mais Nicolas m'a dit une autre chose à ton sujet. Et là, c'est bête parce que j'essaie de le trouver. Parce que je veux qu'on parle de performance. Parce que je sais que tu sais, quand tu écris un texte, lequel ou lesquels tu vas avoir du fun à performer. Et dans les sauts dans le temps, ce serait bête de passer à côté de Black Diva. Et ce serait bête de passer à côté de cette toute petite anecdote où, je vais y aller de mémoire, où Nicolas m'a dit qu'il semblerait que tu performais ce texte assis sur scène avec une couverture sur la tête. Et j'ai envie peut-être que tu nous parles du contraste entre ce cri très trash, ce cri absolu de défense, de tendresse, et de la mise en scène de ce texte-là, de sa performance. Oui, le texte Black Diva, d'ailleurs, qui est repris dans l'anthologie Le Fauve amoureux, publié aux éditions du Sabord, c'est un texte coup de poing. C'est un texte, commentaire, je trouvais ça épouvantable d'être né gay et d'avoir à souffrir tant de reproches, de mépris et tout. Donc, c'est un texte qui est comme un crachat, si vous voulez, sur ma condition. Et quand je le lisais en public, c'est un texte, quand je le lis, dure à peu près 20-25 minutes. C'est un texte où je m'allongeais, où j'étais assis et je voulais
carrément enlevé mon identité. Alors, j'étais en noir et j'avais simplement une lampe de poche qui m'éclairait pour que je puisse lire le texte. Et c'est sûr que de voir ça sur la scène, ça faisait un effet troublant, pour pas dire épouvantable, parce que là, et c'est un texte, comme je vous dis, très difficile, mais que j'ai écrit parce que, comme je disais tantôt, il y a des textes qu'on n'a pas le choix d'écrire, sinon on n'avance pas. Puis il y a plein de monde qui m'ont dit, mais comment t'as osé écrire ça? Comment t'as fait pour écrire ça? Mais c'est parce que c'était... Et ça reste actuel d'une certaine façon, parce que, je veux dire, le gay bashing, on ne l'a pas enrayé de la planète, au contraire, avec la montée de la droite, puis etc. Mais c'est un texte que, viscéralement, je voulais projeter sur la scène comme étant une condition épouvantable de noirceur, avec seulement une petite lampe de poche qui était comme une sorte de rayon laser ou d'escalader la lumière, parce qu'il y avait juste ce filet de lumière-là. Merci. Évidemment, je ne peux pas passer à côté. Tu l'as mentionné en début de rencontre, les cendres bleues. J'ai été un enfant violé dans le plus beau des paysages. J'ai envie qu'on parle de deux âges qui nous reculent plus loin. Donc, je te donne 6 ans et demi, mais je vais aussi donner 11 ans. On va y faire un contrepoids. La mort est entrée par un beau dimanche après-midi, 5 mai 1957. C'est mon père qui meurt. À l'époque, les maladies de cœur à l'hôpital Maisonneuve, en 1957, n'est plus ce qu'ils sont aujourd'hui, donc on ne pouvait pas l'opérer. On lui a dit, c'était un peu terrible quand j'ai entendu ça, que dans quelques années, on va pouvoir l'opérer, mais il n'a pas pu se rendre jusque-là. Donc, c'est un texte que j'ai écrit à 11 ans. Pardon, que j'ai écrit plus tard, mais je raconte ce que j'ai vécu à 11 ans. Et ça, c'est des histoires qu'on n'oublie jamais. Surtout perdre un père, une mère, c'est viscéral. On a beau avoir n'importe quel âge, quand on les perd, c'est cruel et épouvantable. J'ai pas envie nécessairement qu'on se roule dans le 6 ans et demi. Les cendres bleues ont été un moment charnière dans la découverte de ton œuvre pour le grand public. Tout à l'heure, on parlait de la vie publique, la vie privée, la vie secrète. Et là, tout à coup, j'ai l'impression qu'il y a un renversement dans ces 3 axes et qu'avec les cendres bleues, la vie secrète ne peut presque plus exister. Et là, il y a un grand trou qui s'ouvre pour toi, Jean-Paul. Si vous aimez l'œuvre de Jean-Paul ou si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas lu Les Cendres bleues, c'est votre devoir, lisez-le. Mais si on revient à 11 ans, parce qu'on n'a pas 6 ans et demi toute sa vie, et on a 11 ans et on a la perte du père, mais on a 11 ans et on a la découverte des États-Unis et on a la découverte d'une tente et du sandbar. Et là, tout à coup, le singing waiter arrive. Oui. As-tu envie de nous parler de cette lumière-là? Bon, je sais que le temps file, mais donc mon père meurt et ma mère est veuve, évidemment. Puis moi, j'ai un frère, mais ma tante Aldora, Beau Soleil, donc je vais avoir du sang acadien quelque part, qui a marié un Américain, un grand Allemand, et qui vit à Détroit, qui a un bar. Donc, elle décide, elle, comme elle ne peut pas avoir d'enfant, elle a eu la grande opération, comme elle disait, donc elle m'a adopté à payer mes études et tout, et je passais tous mes étés et les vacances de Noël avec eux dans un bar dans le nord du Michigan qui s'appelait le Sandbar. Et là, j'ai commencé à me promener, il me traitait comme un adulte. Alors, je me promenais entre les tables, dans le bar et tout, puis on me faisait chanter Alouette, La vie en rose. Puis là, tous les Américains disaient « Ah, he's so cute, so charming ». Puis là, à un moment donné, je me suis ramassé sur le stage. Il y a 350 personnes dans le bar assis. C'est un gros bar.
Jean Cocktail-Lange là, des années 50. Et ben là, vous êtes devant 350 personnes. Alors d'où comment je dirais ça, la façon d'être sur scène, il faut quand même que je me défende, que je chante, j'apprends des chansons en anglais, mais surtout, je découvre toute la vie américaine. Dans le Michigan, faut pas oublier qu'à l'époque, c'est Motown. Alors, on part en char, en décapotable, on est 10 dans le char, on s'en va écouter Sonny and Cher, Michael Jackson, name it, Diana Ross. Moi, je ramenais toute cette musique chez moi à Valleyfield. Mais à Valleyfield, moi, je fais un cours classique. Je suis avec des curés. Alors là, j'ai d'un bord Félix Leclerc, puis de l'autre, j'ai Michael Jackson. Vous comprenez que, et comme je deviens waiter, barman, ben, tous les gars de ma classe ont pris leur première brosse avec moi. Parce que tout le monde était à bière, mais maximum, mais moi, je savais comment mixer des drinks, là. Alors, j'étais une très belle influence pour les rendre alcooliques. Mais j'ai découvert tout ça parce que on voyageait aussi en Floride. Je me souviens, j'avais un grand-oncle qui avait un avion privé. On se promenait au-dessus de Manhattan, on tournait autour de la Statue de la Liberté. C'est la naïveté de l'Amérique dans les années fin 50, 60. Aujourd'hui, un avion qui tourne autour de la Statue de la Liberté, on s'entend qu'il vivra pas vieux, là. Mais le jazz, parce que mon oncle avait une collection d'Ella Fitzgerald et tout, Frank Sinatra, j'ai découvert tout un univers que j'ai trouvé extraordinaire, fascinant, qui me nourrit dans mon écriture. J'ai voulu parler de ça. Souvent, d'ailleurs, au tout début, j'ai plein de mots en anglais parce que c'est le premier mot qui me venait. Parce que à 11 ans, 12 ans, je connaissais rien de l'anglais. J'ai appris la langue sur le tas en me promenant et je me suis fait des amis là-bas. Puis ça a duré jusqu'à temps que ma tante meure. Donc, tout le côté américain, je l'ai aspiré et je l'ai accepté. J'aimais ça. Et d'ailleurs, à l'époque, ici, faut pas oublier que toutes les chansons populaires, la plupart du temps, c'était des traductions. Des hits américains. Mais moi, je connaissais les hits dans leur langue d'origine avant que ça arrive ici. Donc, c'était pour moi une merveilleuse école qui me donne le sourire aujourd'hui parce que j'ai tellement vécu des belles choses, là. Et c'est magnifique de lire sur cette période-là parce qu'on voit apparaître dans ton œuvre, Jean-Paul, l'américanité, oui, mais le début aussi de la performance. On voit le dandy américain arriver parce que cette tante-là, elle est extravagante. Elle se change 3 fois par jour, lit-on. Ma tante, exactement, changeait de look 3 fois par jour. Quand elle ouvrait le bar à midi, il y avait un 5 à 7. Elle changeait un nouveau look. Puis là, le soir, c'était glamour. Et puis moi, je suis élevé là-dedans. Puis moi, ça me fascinait, ça. Et je ne peux que vous recommander, là, si vous avez envie de découvrir l'univers de Jean-Paul, vous connaissez peut-être le grand écrivain et intervieweur Gérald Godet. Cette anthologie-là, là, Jean-Paul Daou, Le Fauve amoureux, tango américain, elle est exceptionnelle. Il y a aussi le discours d'acceptation à l'Académie. Oui. Il y a un lexique de ton travail. On peut pas plonger là-dedans, malheureusement, parce qu'on arrive au moment où il va falloir passer le micro. Mais avant, il y a une chose à côté de laquelle ce serait trop triste de passer, parce que j'ai commencé en disant Jean-Paul Daou est avant tout amour. Et c'est ce que aussi Nicolas Giguère et Sébastien Duluth disent dans leur préface dans Lettres québécoises. Et dans ce très, très beau recueil, Les miroirs de l'ombre, tu écris « J'ai longtemps, très 18e siècle, pensé à l'amour. J'ai longtemps, très 19e siècle, rêvé de l'amour. » Et je n'ai pas une question, mais je vais dire un mot. Et tu me dis ce que tu veux là-dessus. Mario.
Oui, bien, Mario, ça fait 40 ans de vie commune. Lève-toi qu'on te voit, là. Oui, ça fait 40 ans, puis on a fêté ça. On a fait une belle fête cet été. On a invité nos deux familles, fêté nos 40 ans puis nos 10 ans de mariage, parce qu'on a voulu se marier parce que le monde a travaillé fort pour qu'on ait ces droits-là, civiques, sociaux et tout. Alors, on a fait un beau michoui. On avait même un gâteau de noces. La totale. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, j'ai la chance d'être bien accompagné. Donc, vous savez, quand on vieillit, c'est pas évident. Et Mario, il est un petit jeune, il a 15 ans plus jeune que moi, puis c'est un infirmier. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus à 78 ans? Hein? Bon. En plus, mon chauffeur, mon secrétaire, il s'occupe de toute la paperasse. Excellent photographe. Ben oui. Alors non, je suis content d'en parler parce que c'est un peu, comment je dirais, mon socle. Parce que vous savez, comment je dirais ça, là? Quand on est artiste, puis je pense surtout poète, des fois, le réel, il est plus ou moins là. Puis c'est bien d'avoir quelqu'un grandé qui dit, bon, t'as grimpé l'Empire State Building, là, redescends, là. Fait que, mais moi, j'ai toujours dit que l'excès menait des fois à l'extase. Oui. Des fois. Mais bon, pas toujours. Oui, c'est ce que j'avais retenu. Ce sens de la fête et cette phrase-là, je l'ai lue souvent. L'excès mène à l'extase. Et étant moi-même artiste, étant moi-même autrice et donc de poésie dans cette intense intensité qui nous habite, étant aussi Verseau, j'ai vu qu'on était tous les deux Verseau, j'ai dit bon ben c'est ça. C'est vrai. Oui, ça va, ça. C'est le plus beau signe. Ben, je pense aussi, c'est le plus beau signe. Mais je me suis dit, j'avais envie quand même de te poser concrètement cette question-là. Qu'est-ce que ça change dans une vie d'écriture, dans une vie d'excès, dans une vie d'extase, dans une vie de fête, d'avoir à nos côtés quelqu'un qui nous aide à faire advenir l'œuvre? Ben c'est comme si on perdait pas le contact avec le réel. On est, vous savez, on vit. Et oui, souvent, on pense que les poètes vivent autrement. Non, on vit, on mange, on boit, on fait l'amour. Le monde est là. C'est un vécu que moi, j'apporte dans mes textes, qui je trouve qui est important de dire. C'est pas anodin. C'est sûr que l'éclairage queer, maintenant qui existe, parce que ce mot-là n'existait pas quand moi j'ai commencé à écrire des textes dits queer, c'était pas mon idée non plus. C'est juste que je voulais tout simplement rendre ordinaire, normal, des sensations que moi j'avais à vivre. Et c'est dans ce sens-là que j'ai peut-être été un barbare, un révolutionnaire, mais c'était pas mon but. Mon but, c'est simplement que les gens partagent ce que moi, je vivais tous les jours. Et là, mais, vous savez, c'est assez extraordinaire que je puisse présenter mon chum. Pensez-vous que dans les années 60, j'aurais pu faire ça? Dans les années 70, c'était impensable. Si moi, on m'avait dit un jour, alors que je suis en éléments latins, syntaxe, en tout cas, dans mon cours classique, que je serais ici ce soir en train de vous entretenir de mon vécu, c'était impensable. Et c'est ça qui est la surprise de la création, de nous amener un peu avant-garde, mais de défricher et d'aplanir beaucoup de clôtures et de tabous. Et je pense que pour moi, la plus belle récompense, c'est ça. Vous êtes là, m'écoutez parler. Je parle de mon vécu, des choses que j'ai écrites. C'est merveilleux, dans le fond. Puis un festival de littérature qui ose quand même me demander d'être le porte-parole. Je trouve ça tellement le fun. Jean-Paul, qu'est-ce que tu en penses? Voulais-tu lire un? Moi, je serais prêt à lire un texte. On a-tu le temps? Un texte, mettons, de 2 minutes.
OK. Mario, amène-moi les dons. Regarde, pendant que Mario l'amène, moi, je me permets une dernière plug, parce que tu vas aller signer des livres après, quand je vais avoir fini de parler. Vraiment, j'insiste. Cette anthologie, préparée par Gérald Godette. Oui, c'est une belle anthologie. Incroyable, extraordinaire outil de travail et de découverte. Et ce numéro de Lettres québécoises consacré à Jean-Paul Daou, dont vous pouvez voir plusieurs textes qui sont imprimés en bas, est un véritable bijou de savoir et d'amour. Donc, je te donne le mot de la fin, mais avant, parce qu'ils vont t'applaudir, puis ça va être incroyable, puis on va capoter. Jean-Paul Daou, merci beaucoup pour cette heure partagée avec moi et avec nous. Merci aussi à Mario. J'écris pour des autoroutes tachées de paillettes de sang. Sur la ligne blanche, des palimpsestes de mort, les fossés gorgés de squelettes. J'écris. C'est ma façon de rester vivant, perdu aux touristes, dans les catacombes de la page ivoire. J'écris pour les accidentés, en tort ou pas, et ceux qui observent n'ont qu'à bien se tenir, eux sont ex dans l'ambulance. J'écris. Si je rafle des prix, tant mieux. J'écris parce que maintenant tu n'es pas là et parce que je m'ennuie. J'écris pour dénoncer des niaiseries. J'écris parce que je suis un enfant de Jocaste. J'écris comme le corps dans un sauna. J'écris parce que tu es là, plus beau que jamais que. J'écris pour faire mon show anthologique. J'écris parce que Venise, la chatte blanche, à la fourrure célèbre, me fait des yeux verts indescriptibles, mais méchants. J'écris parce que c'est ça, ma vie, parce que j'ai été surpris par la vie, parce que ça m'éloigne du téléphone et des conversations stupides. J'écris parce que j'aime le jazz et le rock'n'roll. J'écris parce que je ne regrette rien. Puis après la chanteuse, ça prend bien un gars pour le dire. J'écris parce que je vais quand même mourir. J'écris, et tant pis si ça vous dérange. J'écris parce que j'aime ça. J'écris pour guérir les blessures de l'enfance, pour guérir les blessures de l'âge. J'écris à m'en rendre plus malade. J'écris pour aller ausculter la folie. J'écris pour être avalé par le grand trou noir des mots. J'écris parce qu'ils sont d'une beauté terrible. Jean-Paul Daou. Écoutez, je vais dire ce que Jeannette Bertrand a dit au Festival de la 10. Arrêtez, je vais vous mourir d'en face.